Madison avait 26 ans lorsqu'elle comprit enfin que parfois, le plus grand acte d'amour que l'on puisse accomplir est de s'éloigner. Aussi loin qu'elle s'en souvienne, elle avait assimilé le devoir filial à un sacrifice illimité. Depuis son adolescence, elle avait travaillé sans relâche pour soutenir sa modeste famille de banlieue près de Columbus, Ohio, sans jamais s'arrêter pour se demander si ses propres rêves ne méritaient pas tout autant d'être poursuivis. Ayant grandi dans une modeste maison à demi-niveau sur Elmwood Drive, Madison avait toujours ressenti une pression tacite pour être la bonne enfant. Son père, Richard, travaillait de longues heures à l'usine locale, rentrant chaque soir avec de l'huile de moteur dans les plis de ses paumes et une lassitude gravée dans sa posture. Sa mère, Patricia, s'occupait de la comptabilité d'une petite entreprise mais était souvent mise à l'écart par des migraines invalidantes qui pouvaient la clouer au lit pendant des jours. Le frère cadet de Madison, Lucas, de 3 ans son cadet, semblait doté d'un charme naturel qui lui permettait de glisser dans la vie sans souci. Dans ce foyer, Madison endossa naturellement le rôle de pacificatrice. Chaque fois que Lucas piquait des colères à propos des couvre-feux ou des tâches ménagères, elle apaisait les choses d'une voix calme, le distrayant avec ses devoirs ou un jeu. Lorsque ses parents se disputaient à propos de finances déclinantes, elle atténuait la tension en prenant discrètement des corvées supplémentaires, en allant faire les courses, en faisant la lessive, et même en aidant Patricia à équilibrer son chéquier les jours où les maux de tête l'empêchaient de voir clair. Les professeurs admiraient Madison pour sa concentration et sa maturité inébranlable. Les bulletins scolaires brillaient de A dans toutes les matières et de notes louant son esprit collaboratif. Madison est le fondement de chaque groupe qu'elle rejoint, écrivit son professeur d'anglais avancé. Pourtant, sous cet extérieur calme, Madison nourrissait un sentiment croissant de responsabilité qui éclipsait souvent ses propres aspirations de jeunesse. Le tournant arriva lors de sa dernière année de lycée. L'usine où Richard travaillait annonça des licenciements, ses heures furent réduites, et le filet de sécurité de la famille commença à se défaire. Les migraines de Patricia s'aggravèrent, la forçant à manquer davantage de jours de travail et laissant les factures s'accumuler sur le comptoir. Madison décida, sans attendre la permission, de postuler à l'épicerie locale. Elle jonglerait entre les devoirs, l'entraînement de football et les services du soir comme caissière, rentrant tard pour aider sa mère à préparer le dîner. Lorsqu'elle remit son premier salaire à Patricia, après avoir mis de côté une petite somme pour l'essence et les fournitures scolaires, le soulagement sur le visage de sa mère lui gonfla la poitrine de fierté. « Tu n'as pas à faire ça, ma chérie », murmura Patricia, ses doigts tremblants autour de l'enveloppe. Madison secoua la tête. « Nous sommes une famille. Nous prenons soin les uns des autres. » Ce mantra devint son principe directeur. À l'université, alors que ses camarades s'inquiétaient des prêts et des petits boulots de barista pour leur argent de poche, Madison choisit l'université d'État la plus proche et le dortoir le moins cher. Chaque mois, elle virait ce qui restait de ses revenus à la maison, accueillant la gratitude de ses parents avec un sourire discret. À l'université, la routine de Madison était éreintante mais constante. Elle se levait à l'aube pour se préparer à ses cours de 8 heures, travaillait sur des projets de groupe pendant le déjeuner, puis pointait pour son service du soir à l'épicerie. Les week-ends la trouvaient derrière une caisse enregistreuse ou à grappiller des heures supplémentaires comme tutrice. Des amis l'invitaient à des matchs de football ou à des réunions d'information sur les études à l'étranger. Elle déclinait toujours, invoquant des factures à payer à la maison. Ses parents se vantaient de sa maturité à chaque occasion. Les voisins entendaient comment, notre Madison, gérait 2 emplois et un programme complet de cours, laissant les proches admiratifs devant sa fille responsable et altruiste. Lucas, pendant ce temps, fréquentait une université à 2 heures de route, libre de s'immerger dans la vie de campus. Madison couvrait ses manuels scolaires, ses réparations de voitures, et lui prêtait même de l'argent pour ses sorties du week-end, extension tacite de son fonds familial toujours croissant. Au moment où elle obtint son diplôme avec mention en marketing, Madison avait amassé non seulement un diplôme mais aussi la conviction inébranlable que sa place était à la maison, à sauvegarder le bien-être de sa famille. Après l'obtention de son diplôme, Madison occupa un poste de coordinatrice marketing dans une entreprise de taille moyenne. Elle imaginait déménager, construire sa propre vie, jusqu'à ce que ses parents abordent la question de l'hypothèque. Leur mensualité de 1847 $, admit Patricia un soir, était devenue impossible avec le salaire réduit de Richard et les revenus sporadiques de Patricia. Juste jusqu'à ce qu'on se remette sur pied, la rassura-t-elle, les yeux baissés. Madison accepta sans hésitation. L'arrangement, se convainquit-elle, ne durerait pas plus de 6 mois.
Elle prit en charge l'hypothèque, et bientôt après, les factures de services publics, les courses, et diverses dépenses ménagères lui incombèrent. Pour couvrir ce fardeau supplémentaire, elle prit un emploi le week-end dans un magasin de vêtements d'un centre commercial, étirant sa semaine de travail à près de 60 heures. Ses journées se fondaient en une routine soigneusement chorégraphiée. 1. 5h30 réveil. Une brève séance d'entraînement au sous-sol, suivie d'une douche rapide et d'un café. 2. 8h à 17h travail marketing, parsemé de paiements de factures et de courses pendant le déjeuner. 3. 17h30 à 21h30 courses à l'épicerie, passage à la pharmacie, et préparation du dîner 2 fois par semaine. 4. Tard le soir. Pliage du linge, aide à Patricia pour la paperasse, réponse aux appels de Lucas pour de l'argent supplémentaire pour les manuels. À travers tout cela, les voisins la couvraient d'éloges. « Quelle fille merveilleuse vous êtes », disait-il par-dessus les clôtures des jardins. Les amis de l'église louaient son altruisme, et la maison familiale devint un témoignage du dévouement inlassable de Madison. Pourtant, à mesure que les mois passaient, l'arrangement temporaire se solidifia en un schéma permanent, tacite mais immuable. Madison observait avec un malaise croissant son propre compte d'épargne diminuer, réaffecté aux urgences familiales, aux soins dentaires, aux réparations de voitures, et au remplacement occasionnel et surprise d'un appareil électroménager. Chaque fois qu'elle hésitait avant un achat personnel, ses parents lui rappelaient leur soulagement de ne pas avoir à se priver de lait et de pain. Pendant ce temps, le style de vie de Lucas restait inchangé. Lorsqu'il mentionna un voyage pour les vacances de printemps, Madison le finança discrètement, tout comme elle avait financé ses manuels, tandis que sa propre vie sociale dépérissait. Les perspectives amoureuses s'évaporaient sous le poids de son emploi du temps. 2 collègues bien intentionnés l'avaient invité à sortir, les 2 rendez-vous étant écourtés par son épuisement. De petites remarques commencèrent à s'accumuler, Patricia comparant défavorablement Madison à d'autres filles. Elle n'a que 24 ans et elle est déjà si équilibrée. Richard la taquinant sur son manque de romance, à quand remonte ton dernier rendez-vous ? Madison ignorait ces remarques jusqu'à ce qu'elles deviennent trop fréquentes pour être ignorées. Les dîners de famille, autrefois son sanctuaire, prirent une autre tournure. Dès que Lucas partageait une anecdote universitaire, ses perspectives de stage, ses aventures du week-end, l'attention de la pièce se tournait entièrement vers lui. Lorsque Madison racontait une campagne réussie au travail, des hochements de tête polis remplaçaient un intérêt sincère. « C'est bien, ma chérie », marmonnait Richard avant de se tourner à nouveau vers Lucas. Les suggestions de Madison de réduire son 2e emploi pour se concentrer sur son avancement professionnel furent accueillies par des reproches à peine voilés. « Personne ne t'a forcé à en prendre autant », la gronda Patricia. « Tu as fait ces choix toi-même. » L'implication la blessa. Bien que ses sacrifices aient autrefois été loués, ils étaient maintenant dépeints comme des fardeaux auto-infligés indignes de plainte. Même les décisions quotidiennes devenaient des champs de bataille. Lorsqu'elle s'offrit enfin une modeste nouvelle veste, Richard lança une pique sur « les gens qui ont de l'argent à jeter par les fenêtres ». Lorsqu'elle planifia une petite escapade d'un week-end avec sa meilleure amie, il déplora les dépenses frivoles. Ces remarques acerbes contrastaient vivement avec les dépenses incontrôlées de Lucas. Nouveaux jeux vidéo, événements de fraternité, voyages de printemps, tout était célébré comme des investissements dans la jeunesse et le futur réseau. Chaque semaine qui passait, la distance émotionnelle s'agrandissait. Madison ne se sentait plus comme une fille, mais comme une locataire dont le loyer était son travail invisible. Les choix de meubles, les sélections de peintures, même les menus du dîner du dimanche étaient décidés sans sa participation, malgré sa participation financière à la maison. Lorsqu'elle demanda doucement à être impliquée, la réponse sèche de Patricia, « C'est notre maison, Madison », lui fit l'effet d'un coup de poignard dans le cœur. La validation qui avait alimenté les sacrifices de Madison se mua lentement en ressentiment. Elle commença à remettre en question ses propres perceptions. Imaginait-elle cette froideur ? Sa famille s'était-elle vraiment retournée contre elle ? Elle s'accrochait à des rationalisations pleines d'espoir. Peut-être que le stress au travail ou les soucis de santé amplifiaient la tension, car reconnaître l'alternative semblait insupportable. Pourtant, sous sa patience, la colère couvait. La fille qui se targuait autrefois de maintenir la paix reconnaissait maintenant un schéma dangereux. Sa générosité s'était transformée en un dû pour les autres, et sa loyauté était devenue leur levier de contrôle. La tension dans la vie de Madison montait depuis des semaines, mais il était facile de la considérer comme un stress temporaire.
Cette illusion vola en éclats le soir où ses parents dévoilèrent leurs plans pour redécorer le salon et la cuisine. Ils brandirent des coupures de magazines de meubles modernes, de canapés élégants, de comptoirs en marbre et de luminaires en métal brossé, avec une excitation que Madison reconnaissait des temps plus heureux. Nous avons économisé suffisamment pour que cet endroit ressemble à nouveau à un foyer, rayonna Patricia. Le cœur de Madison se serra lorsqu'elle réalisa ce que « économiser » signifiait vraiment. On s'attendait à ce qu'elle finance l'intégralité de la rénovation de $3 500. Meubles, peintures, main-d'œuvre. Tout en étant exclu de toute décision de conception. Nous avons juste besoin que tu couvres les coûts, dit Richard, rejetant sa protestation silencieuse, puisque tu es si doué pour gérer l'argent. Lorsque Madison demanda une participation même minime, la réplique cinglante de Patricia la blessa plus encore que le prix. C'est notre maison, Madison. Nous y vivons depuis 28 ans. Nous savons ce que nous voulons. Plutôt que de discuter, Madison ravala sa frustration et accepta. Après tout, des parents heureux signifiaient un foyer plus paisible. Elle le croyait si souvent que c'était devenu un réflexe. Au travail, une opportunité attendue depuis longtemps s'était enfin présentée. Son manager l'approcha au sujet d'une promotion au poste de coordinatrice marketing senior, avec une formation supplémentaire, de plus grandes responsabilités et la perspective d'une augmentation de salaire significative. Pour s'adapter à ce nouveau rôle, Madison devrait renoncer à ses services du week-end dans le commerce de détail. Elle aborda le sujet lors du dîner du dimanche, s'attendant à des félicitations. Au lieu de cela, ses parents réagirent comme si elle avait menacé la stabilité de la famille. Tu prévois d'abandonner tes responsabilités familiales pour ta carrière, aboya Richard à travers la table. La voix de Patricia intervint. Nous dépendons de ce revenu, Madison. Tu ne peux pas simplement décider de gagner moins d'argent parce que tu veux un titre de poste plus chic. À leurs yeux, sa croissance professionnelle n'était pas une source de fierté, mais une trahison personnelle. Madison tenta d'expliquer que progresser dans sa carrière profiterait finalement à tout le monde, mais ses mots furent noyés par des accusations d'égoïsme. Elle réalisa, dans un éclair glacial, qu'elle n'était devenue rien de plus que la trésorerie de facto de la famille, appréciée pour son salaire, pas pour sa personne. Quand Emma, la colocataire de Madison à l'université, vint lui rendre visite pour le week-end, les tensions latentes éclatèrent au grand jour. Pendant le dîner, Emma observa les parents de Madison couvrir Lucas d'éloges sa moyenne générale, ses plans de stage, ses ambitions d'études à l'étranger tout en reconnaissant à peine les propres réalisations de Madison. Après, Emma prit Madison à part. « Te sens-tu apprécié dans cette maison » demanda-t-elle doucement. La réponse automatique de Madison, « Bien sûr, c'est ma famille » sonna creux à ses propres oreilles. Emma insista. « Te traitent-ils comme quelqu'un dont ils sont reconnaissants de la présence, ou comme quelqu'un dont ils attendent des choses ?» Cette nuit-là, Madison resta éveillée, passant au crible des mois d'interaction. La question la hantait. Sa famille avait-elle cessé de la voir comme Madison et avait-elle commencé à ne la voir que comme une source de financement et de main-d'œuvre gratuite? 2 jours plus tard, Madison revint des courses pour surprendre ses parents dans la cuisine, ignorant qu'elle était entrée. « J'aimerais que Madison déménage enfin », dit Patricia, d'un ton désinvolte. Elle agit comme si cet endroit lui appartenait juste parce qu'elle paie quelques factures. L'accord de Richard suivit. Elle devient un fardeau aux lunatiques, difficile. Peut-être devrions-nous l'encourager plus directement à trouver son propre logement. Madison se figea, les sacs de courses bruissant à ses côtés. Leurs mots confirmèrent sa plus sombre crainte. Ces années de sacrifice l'avaient rendue dispensable. Déterminée à aborder le fossé grandissant, Madison passa 3 jours à rédiger des points de discussion, à s'entraîner à formuler des phrases équilibrées et à envisager des réponses possibles. Elle choisit le prochain dîner du dimanche, où Lucas serait à la maison, comme forum, espérant que le rituel familier les amènerait à un dialogue honnête. Elle prépara son plat de pâtes préféré et mit la table avec soin, espérant favoriser un esprit de communication calme. Après qu'ils eurent fini de manger, Madison prit la parole. « J'ai senti une tension dans notre famille ces derniers temps. Je vous aime tous, et je veux savoir comment nous pouvons nous assurer que chacun se sente respecté et valorisé. » Richard reposa sa fourchette avec fracas. « Quelle tension ?» demanda-t-il. Les yeux de Patricia se durcirent. Madison continua. « J'ai l'impression que mes contributions,
financières et autres, ne sont pas appréciées, et j'aimerais comprendre pourquoi. Patricia rit sans humour. Nous t'avons donné un toit pendant 26 ans. Et tu viens nous parler de te sentir sous-estimé? Madison tint bon. Je suis reconnaissante pour tout ce que vous avez fait, mais je parle de la façon dont nous interagissons maintenant en tant qu'adultes. Ça s'appelle prendre ses responsabilités au lieu de profiter de ses parents pour toujours, lança Richard. Le mot « profiteur » transperça Madison comme si elle avait été poignardée. Elle lutta pour parler à travers la boule dans sa gorge. Je paie l'hypothèque depuis 2 ans, les courses, les charges, les manuels de Lucas, les réparations de voitures. En quoi est-ce profiter? La réponse de Patricia fut glaciale. Personne ne t'a demandé de faire ça. C'était tes choix. Le torse de Madison se serra alors que ses parents et même Lucas, tu as des opinions sur tout, dépeignaient son dévouement comme de la manipulation. Chaque défense qu'elle soulevait ne faisait qu'alimenter leur conviction qu'elle les contrôlait avec son argent. Quand Richard l'accusa de n'avoir ni vie, ni petit ami, ni ami, la vision de Madison se brouilla de larmes. Finalement, d'une voix plate qu'elle reconnut à peine, Madison dit « Si c'est ce que vous ressentez, je partirai. » Elle se leva, s'attendant à des supplications pour qu'elle reste. Au lieu de cela, Patricia intervint. « Peut-être que tu devrais. Tu as 26 ans. Il est temps d'apprendre à vivre de manière indépendante. » Richard lui fit écho. « Va-t'en et ne reviens jamais. Nous n'avons plus besoin de tes culpabilisations ni de ton argent. » Ils auraient tout aussi bien pu la pousser dehors. Sans un mot, Madison monta dans sa chambre d'enfant, fit 2 valises et laissa tout le reste derrière elle. Les meubles qu'elle avait achetés, les livres qu'elle avait collectionnés, les appareils de cuisine qu'elle avait payés. Personne ne vint l'arrêter. Lucas l'aida même à porter son sac d'ordinateur, parlant de ses examens comme si c'était un jour de déménagement ordinaire. Elle laissa sa clé sur le comptoir et s'éloigna, le clic de la porte d'entrée résonnant comme la fin de son monde. Madison trouva refuge dans l'appartement d'Emma cette première nuit. Elle resta allongée sur le canapé, incapable de dormir, rejouant chaque instant dans son esprit. Elle s'attendait à un appel téléphonique, des excuses, une explication, mais rien ne vint. Dans les semaines qui suivirent, des vagues de chagrin la submergèrent. Des larmes dans les rayons des supermarchés à la vue de sauces familières, des pincements de solitude quand elle voyait des familles lors de promenades dominicales. Pourtant, parallèlement à la tristesse, un changement subtil commença. Sans les paiements d'hypothèque, les factures de services publics et les courses pour 4 personnes, ses chèques de paie couvraient réellement ses propres dépenses, avec de l'argent en surplus. Le soulagement était presque honteux. Elle achetait des produits bio sans arrière-pensée et remplaçait des vêtements de travail usés sans culpabilité. Sa performance au travail monta en flèche. Elle ne répondait plus aux urgences familiales pendant les réunions ni ne partait plus tôt pour des rendez-vous médicaux. Madison arrivait au bureau pleine d'énergie et concentrée, et son manager le remarqua immédiatement. « Vous semblez différente, plus confiante, plus engagée. Continuez comme ça. » Cette reconnaissance, aussi simple soit-elle, fut comme la première véritable validation que Madison avait reçue depuis des années. Les semaines suivant le départ de Madison se déroulèrent d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Libérée des exigences incessantes du foyer de ses parents et des fardeaux financiers qu'elle avait portés pendant des années, elle se retrouva à la croisée des chemins. Pourtant, même si elle savourait son indépendance, une partie d'elle souffrait encore du deuil de la famille qu'elle avait perdue. C'est pendant cette période fragile que son téléphone vibra, affichant un SMS qui allait révéler la vérité finale sur les sentiments de sa famille et la propulser vers un respect de soi durable. Vivant dans l'appartement confortable d'Emma, Madison s'installa dans des routines qui lui semblaient à la fois nouvelles et réconfortantes. Elle se réveillait chaque matin sans la course d'avant l'aube pour ses 2 emplois. Au lieu de cela, elle s'attardait devant un café sur le petit balcon, écoutant les oiseaux matinaux. Ses achats de vêtements se transformèrent de chasse aux bonnes affaires en une modeste indulgence. Elle s'acheta un manteau de laine douce sans calculer chaque dollar dépensé. En 2 semaines, elle trouva un appartement d'une chambre dans un immeuble voisin. Parquet, fenêtres ensoleillées, et juste assez d'espace pour son sentiment grandissant d'elle-même. En déballant ses quelques objets sentimentaux ou des photos encadrées d'amis de l'université, une pile de revues de marketing, sa couette lavande bien-aimée où elle réalisa à quel point elle avait peu besoin pour repartir à zéro. Au travail, débarrassée des urgences familiales,
Madison se lança dans des projets avec une vigueur renouvelée. Elle restait tard pour élaborer des stratégies de campagne, assistait à des événements de réseautage sans regarder sa montre pour les échéances des courses, et se portait volontaire pour encadrer le personnel junior. Ses efforts ne passèrent pas inaperçus. Lors d'un bilan trimestriel, son manager remarqua « Votre créativité et votre leadership ont grimpé en flèche. Avez-vous envisagé de postuler à nouveau pour cette promotion ?» Madison sourit, sentant pour la première fois que sa carrière pouvait concerner ses propres ambitions, et non simplement financer la stabilité de quelqu'un d'autre. Sur l'insistance d'Emma, elle commença également une thérapie avec le Dr Chin, une psychologue à la voix chaleureuse spécialisée dans la dynamique familiale. Lors de leur séance, Madison rencontra des termes qui cristallisèrent son expérience. La parentification, l'inversion des rôles où un enfant assume des responsabilités d'adulte. La manipulation émotionnelle, l'utilisation subtile de la culpabilité pour contrôler le comportement, et la codépendance, la dépendance malsaine au besoin d'être nécessaire pour se sentir valorisé. Votre famille en est venue à dépendre de vous financièrement et émotionnellement, expliqua le Dr Chin un après-midi. Lorsque vous prenez du recul, ils ont perdu non seulement un distributeur automatique de billets, mais aussi leur principale source de réconfort. Madison hocha la tête, les larmes aux yeux, comprenant enfin que son dévouement avait été accueilli par de l'exigence plutôt que par un soin mutuel. 3 mois jour pour jour après avoir déménagé, lors d'une paisible course à l'épicerie un mardi soir, le téléphone de Madison vibra. L'écran affichait le nom de son père. Une boule d'angoisse se forma dans son estomac alors qu'elle déverrouillait le message. « Richard, pourquoi n'as-tu pas payé l'hypothèque ?» Ces 6 mots la frappèrent comme un coup physique. Pas de « tu nous manques, ma chérie ». Ou, hésitant, « pouvons-nous parler ?» Juste une demande d'argent brutale. La vision de Madison se brouilla avant qu'elle ne se reprenne, prenne une photo du SMS et la transfère à Emma avec une légende. Apparemment, je n'ai jamais été vraiment malvenue, juste gênante. Puis, rassemblant son courage, elle répondit par SMS, « Je pensais que vous ne vouliez ni de mon argent ni de moi. » En 30 secondes, son téléphone sonna. Madison. La voix de Richard parvint, tendue par l'urgence, bien loin de la froide suffisance qu'il avait montrée à la table du dîner. « Nous devons parler. » S'appuyant contre les étagères du rayon des pâtes, elle stabilisa sa respiration. « D'accord, papa, j'écoute. » Il se lança dans des excuses précipitées. Ils avaient 3 mensualités de retard sur l'hypothèque et faisaient face à des avis de saisie. Pouvait-elle les aider à se mettre à jour? Madison sentit une lueur de son vieil instinct protecteur. Elle se souvint des nuits passées à compter les factures et de l'épuisement lié à la couverture des quotes-parts médicales. Elle se souvint aussi de la trahison lorsqu'il lui avait dit de partir. Elle prit une profonde inspiration. « Papa, tu m'as dit de partir et de ne jamais revenir. Patricia a dit que vous n'aviez plus besoin de mon argent ni de mes culpabilisations. » Un silence suivit. « Eh bien, oui, mais nous étions en colère. » La colère n'efface pas les mots, l'interrompit-elle doucement. Vous n'avez tendu la main que lorsque vous aviez besoin d'argent. Si vous vouliez vraiment que je revienne, vous auriez appelé pour vous excuser il y a des mois, pas quand votre compte en banque s'est tari. À l'autre bout du fil, un murmure étouffé, sa femme suppliant, puis la voix de Lucas. Madison pouvait presque entendre leurs calculs internes. Valait-elle plus pour eux vivante qu'elle n'avait été une nuisance? Finalement, Patricia parla avec une fausse douceur. « Ma chérie, nous avons été si inquiets. Nous pensions que tu avais besoin d'espace. » Madison ferma les yeux. « Vous aviez mon numéro. Vous auriez pu appeler si vous vous souciez de moi. Mais votre première préoccupation maintenant, c'est le paiement de l'hypothèque. » Plus de supplications, plus de promesses de mieux la traiter si seulement elle envoyait $6 000. Madison sentit un calme extraordinaire l'envahir. C'était son moment de lucidité. « Je n'enverrai pas d'argent, » dit-elle doucement. « Je ne reviendrai pas. Je ne suis pas votre distributeur de billets. » Elle entendit Richard déglutir difficilement. « Madison, s'il te plaît. » Elle mit fin à l'appel et bloqua leur numéro, un acte physique qui scella sa limite. Dans les mois qui suivirent, Madison observa de loin la déchéance de son ancienne famille. Les nouvelles via les médias sociaux lui apprirent qu'ils avaient perdu la maison et déménagé dans une location plus petite.
Lucas fut transféré dans un collège communautaire et prit un emploi à temps partiel pour ranger des étagères. Elle ressentit une pointe de tristesse, mais aucune culpabilité. Leur choix, leur problème. Pendant ce temps, Madison s'épanouissait. Au travail, elle obtint la promotion même que ses parents avaient tournée en dérision comme égoïste, ainsi qu'un salaire qui lui permit d'économiser pour des études supérieures. Elle rejoignit un cours d'art le week-end, quelque chose qu'elle avait toujours voulu faire, mais n'avait jamais osé prendre le temps. Là, elle rencontra un graphiste nommé Aaron, dont le rire facile et l'intérêt sincère pour ses pensées lui rappelèrent la simple joie d'être vue. Ces nouvelles relations débordaient de réciprocité. Les amis l'écoutaient lorsqu'elle partageait ses triomphes et ses revers. Personne ne mesurait sa valeur à son salaire. La thérapie lui avait appris à reconnaître des limites saines, équilibrant générosité et soin de soi. Elle ne se sentait plus obligée de sauver les autres au détriment de son propre bien-être. Un soir d'automne frais, Madison était assise sur le balcon de son appartement, un journal à la main. Sous la lueur dorée des lampadaires, elle écrivit « Je croyais autrefois que les bonnes filles sacrifient tout pour leur famille. J'ai appris que le véritable amour honore à la fois le don et la réception, le respect et les limites. Ma valeur ne se mesure pas à ma capacité à résoudre les problèmes des autres. Elle se mesure à ma capacité à m'aimer moi-même. » Le parcours de Madison révéla des vérités profondes sur la dynamique familiale. 1. Le sacrifice sans réciprocité devient de l'exploitation. Lorsqu'on prend soin de ses proches unilatéralement, on risque de devenir une béquille plutôt qu'un membre chéri du cercle. 2. Les limites sont des actes d'amour. Dire non à des demandes répétées préserve la possibilité de liens authentiques à l'avenir. 3. L'estime de soi n'est pas transactionnelle. Se valoriser au-delà de son utilité est la pierre angulaire de relations saines. Dans un email à sa thérapeute, Madison réfléchit, « Partir a été le choix le plus difficile que j'ai jamais fait. Pourtant, cela m'a appris plus sur l'amour, la loyauté et la famille que des années de sacrifice n'auraient jamais pu le faire. J'ai découvert que l'acte le plus radical d'amour de soi est d'insister sur le respect. » Au printemps, la vie de Madison avait pris un rythme d'équilibre. Elle faisait du bénévolat dans un programme local d'alphabétisation, choisissant ses propres causes. Elle voyagea en Italie avec Emma, savourant les ruines antiques et les glaces modernes sans une seule pensée pour les factures impayées. Et lors des anniversaires et des vacances, elle gardait ses propres traditions à un brunch tranquille avec des amis, un appel téléphonique à sa cousine la plus âgée, celle qui l'avait toujours encouragée, et un moment de gratitude pour avoir eu le courage de se choisir. Madison ne regretta jamais ses années de dévouement à sa famille. Elles avaient façonné sa résilience et sa compassion. Mais elle comprenait maintenant que l'amour n'exige pas l'auto-anéantissement. Il demande des soins mutuels, une communication honnête et la liberté de grandir. Alors qu'elle fermait ce chapitre de sa vie, Madison ressentit une paix qu'elle n'avait jamais connue. Entourée de personnes qui la valorisaient pour qui elle était, plutôt que pour ce qu'elle fournissait, elle prospéra. Et dans ces moments de calme, elle s'autorisait à être fière de la limite ferme qu'elle avait tracée cette nuit orageuse ou une limite qui l'avait libérée pour devenir la pleine expression d'elle-même.